On sait qu'apprendre à lire, ça modifie physiquement le cerveau, ça le recable littéralement. Eh bien, figurez-vous que nos cultures font exactement la même chose à notre psychologie, et ce, en permanence. C'est vraiment l'idée de départ pour comprendre cette analyse fascinante sur la façon dont une mentalité, somme toute très particulière, a fini par façonner le monde qu'on connaît aujourd'hui. Allez, pour bien comprendre, on plonge directement dans le vif du sujet avec un petit dilemme moral. Imaginez la scène, un ami très proche est responsable d'un grave accident de voiture. On est le seul témoin, la question est simple mais terrible. Est-ce qu'on ment sous serment pour le protéger ou est-ce qu'on dit la vérité, quitte à l'enfoncer ? La réponse à cette question, elle révèle un fossé psychologique absolument immense. Dans la plupart des pays qu'on qualifie d'occidentaux, moins de 10% des gens envisageraient de mentir. Moins de 10%. Mais dans plein d'autres régions du monde, plus de la moitié le ferait, sans vraiment hésiter. C'est un choc, non ? D'un côté, on a une loyauté quasi absolue envers ses proches, de l'autre, on a l'application de règles universelles, qui valent pour tout le monde, même pour un ami. Alors, d'où vient cette psychologie si particulière, si attachée aux règles impersonnelles ? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Ça correspond à un profil psychologique bien spécifique, qui est en fait une véritable exception, un cas à part à l'échelle du monde et de l'histoire. Et pour décrire ce profil, il y a un mot, weird. C'est un acronyme anglais qui veut dire occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Le point qui est absolument crucial ici, c'est que cette psychologie, que beaucoup d'entre nous considèrent comme la nature humaine par défaut, est en réalité une anomalie, une exception très rare dans l'histoire et sur la carte du monde. Concrètement, ça ressemble à quoi un esprit weird ? C'est avant tout un individualisme très poussé, une tendance à penser de manière analytique, et puis cette capacité un peu étrange à faire confiance à des inconnus. C'est aussi une morale qui va juger les intentions derrière un acte, pas juste ses conséquences. La motivation principale, c'est la culpabilité personnelle et pas la honte face au groupe. Et enfin, il y a cette croyance profonde dans le libre arbitre et dans l'idée qu'il existe des règles morales universelles. Bon, la question devient évidente. Si cette psychologie est si bizarre, si peu commune, comment est-ce qu'elle a bien pu apparaître ? La réponse, elle est assez surprenante. Elle nous fait faire un bond de 1000 ans en arrière, en plein cœur du Moyen-Âge européen. L'acteur principal de cette histoire, c'est l'Église catholique et son programme sur le mariage et la famille. Pendant des siècles, l'Église a systématiquement démantelé les clans et les réseaux de parenté très soudés qui existaient partout. La comparaison est saisissante. D'un côté, la norme mondiale, avec des mariages arrangés, souvent entre cousins, et de l'autre, le modèle de l'Église qui impose la monogamie, le mariage par consentement, et surtout qui va jusqu'à interdire le mariage entre cousins au 6e degré. Et ce qui est fou, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, pas du tout. C'était une révolution incroyablement lente qui s'est étalée sur près d'un millénaire. Ça a commencé avec les premières interdictions papales autour de l'an 600 pour arriver à un démantèlement quasi complet des structures de parenté européennes vers 1500. C'est un processus qui a vraiment remodelé la société, petit à petit, génération après génération. D'accord, mais alors, quelles ont été les conséquences psychologiques de ce gigantesque bouleversement familial ? Comment est-ce que le fait de briser les clans a pu recabler le cerveau social de millions de personnes ? C'est simple. Sans ce filet de sécurité très dense du clan, sans toutes ces obligations familiales, les gens ont dû se réinventer. Leur identité ne venait plus de leur place dans la famille, mais de leurs propres compétences, de leur réussite personnelle, de leurs attributs. Pour la première fois, l'individu, et non plus le groupe, est vraiment devenu l'unité de base de la société. Et ce graphique, il illustre la conséquence la plus spectaculaire de tout ça. C'est limpide. Les données montrent une corrélation extrêmement forte. Plus les liens de parenté traditionnels s'affaiblissent dans une société, plus la confiance envers les inconnus augmente. Et cette confiance impersonnelle, c'est la pierre angulaire de toute coopération à grande échelle. C'est exactement cette nouvelle mentalité qu'Adam Smith décrivait déjà parfaitement en 1763. Dans ce nouveau monde peuplé d'inconnus, la réputation personnelle est devenue le capital le plus précieux. Un commerçant, disait-il, a peur de perdre son caractère, c'est-à-dire sa réputation. La fiabilité et l'honnêteté sont devenues des stratégies de survie, tout simplement. Et on en arrive au point culminant de toute cette analyse. Cette psychologie weird, ce n'était pas juste une petite curiosité historique. Non, elle s'est révélée être l'ingrédient psychologique indispensable à la construction du monde moderne tel qu'on le connaît. La logique est implacable, c'est comme une réaction en chaîne. Étape 1, des individus se font confiance, même sans se connaître. Étape 2, ils peuvent alors former des associations volontaires, non plus basées sur le sang, mais sur des intérêts communs, des guildes, des monastères, des universités. Étape 3, ces nouvelles institutions créent leurs propres règles, impersonnelles. Et enfin, étape 4, tout ça favorise l'émergence des villes, des marchés et des gouvernements représentatifs. Prenons un seul exemple, celui des universités. Il y en a plus de 550 qui ont été fondées en Europe pendant cette période.
C'est une explosion, une véritable prolifération d'institutions autonomes dédiées au savoir, quelque chose d'impensable dans une société qui serait encore strictement organisée autour des liens du sang. Tout ce réseau incroyablement dense d'individus et d'institutions a fini par créer une sorte de cerveau collectif à l'échelle européenne. Les idées circulaient librement, elles étaient recombinées, améliorées à une vitesse qui n'avait jamais été vue auparavant. Et c'est cette effervescence qui a nourri l'explosion d'innovation qui a mené, à terme, à la révolution scientifique et industrielle. Tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si notre psychologie est le produit finalement assez malléable de notre histoire culturelle, quelles sont les grandes forces technologiques, sociales, économiques qui sont en train de façonner nos esprits, là, maintenant, en ce moment même? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.